Vous avez déjà répété des affirmations. Vous vous êtes regardé dans le miroir et vous avez dit les phrases. Vous avez écrit vos objectifs 10 fois par jour. Vous avez répété, à voix haute ou en silence, que vous étiez capable, que vous étiez suffisant, que la prospérité venait à vous, que vous méritez le meilleur, et rien n'a changé, ou pire, quelque chose en vous a résisté pendant que vous parliez. Une voix plus profonde, plus silencieuse, qui observait les mots et pensait « Je ne crois pas à ça ». Vous avez peut-être conclu que les affirmations ne fonctionnent pas, ou que vous ne les faites pas correctement, ou que vous n'êtes tout simplement pas le type de personne pour qui ce genre de choses fonctionne. Aucune de ces conclusions n'est exacte, le problème n'est pas dans les mots. Le problème est dans ce que vous ressentez pendant que vous les prononcez, parce que votre subconscient ne lit pas les mots. Il ne traite pas le langage comme un être humain traite une phrase. Il ne comprend pas la logique, la grammaire ou l'intention derrière une affirmation soigneusement formulée. Votre subconscient lit un seul signal, l'état émotionnel que vous habitez au moment où vous parlez. Et si cet état contredit les mots, si vous dites « je suis abondant depuis un état intérieur de manque », ou si vous dites « je suis confiant depuis un état intérieur de peur », le subconscient n'enregistre pas les mots. Il enregistre l'état et il renforce exactement ce que vous essayez de changer. Cette vérité a été enfouie sous des décennies de développement personnel mal enseigné, simplifié jusqu'à devenir méconnaissable et transformée en une industrie qui vend des formules verbales comme si les mots avaient un pouvoir indépendant de l'état qui les porte. Les livres vous ont dit quoi dire. Les coachs vous ont donné des scripts. Les applications vous ont envoyé des affirmations chaque matin. Personne ne vous a expliqué le mécanisme réel. Personne ne vous a dit que William James, dès 1884, avait déjà documenté que l'émotion n'est pas la conséquence de la pensée. Elle en est souvent la cause, que l'état corporel précède et génère l'état mental et non l'inverse. Personne ne vous a dit que les recherches de Candace Pert sur les neuropeptides ont démontré que les émotions sont des molécules, des signaux chimiques qui voyagent à travers le corps entier et qui communiquent directement avec chaque cellule, chaque organe, chaque système biologique. Personne ne vous a dit que le subconscient opère dans le registre du ressenti, pas du dit. Et tant que vous ne comprenez pas cela, vous pouvez répéter les bonnes phrases pendant des années et produire l'effet opposé à celui que vous recherchez, parce que l'état que vous ressentez en parlant est le vrai message. Les mots ne sont que le bruit de fond. En 1937, Napoleon Hill publie « Réfléchissez et devenez riche », l'un des livres les plus lus de l'histoire du développement personnel. Il y écrit une phrase qui a traversé les décennies « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir ». Cette phrase a été interprétée comme une instruction sur la pensée. Pensez-y clairement, croyez-y suffisamment, répétez-le jusqu'à ce que l'esprit l'accepte. Mais Hill n'était pas en train de parler de pensée consciente répétée. Il était en train de parler de foi, et dans son vocabulaire, la foi n'était pas une opinion intellectuelle. C'était un état de certitude ressenti dans le corps, un état où la réalité désirée est habitée émotionnellement avant d'exister physiquement. La différence est fondamentale. Croire intellectuellement que quelque chose est possible, ou c'est une activité du cortex préfrontal, la couche consciente, analytique, récente de l'évolution cérébrale. Habiter émotionnellement une réalité comme si elle était déjà vraie, c'est une activité du système limbique, la couche subconsciente
émotionnelle ancienne du cerveau, celle qui gouverne réellement le comportement automatique, les décisions instinctives et la perception de ce qui est réel. Il avait raison, mais ses lecteurs ont lu le livre avec l'esprit conscient et ont essayé d'appliquer le principe avec l'esprit conscient. Et c'est précisément pourquoi la majorité a répété les affirmations sans résultat. Ils ont utilisé les bons mots avec le mauvais état. Et le subconscient, chaque fois, a obéi à l'état, pas aux mots. Votre subconscient n'est pas un lecteur, il n'est pas un auditeur, il n'est pas un spectateur de vos intentions. Votre subconscient est un scanner d'état. À chaque instant, il analyse le signal émotionnel que vous émettez, la combinaison de votre tension musculaire, de votre rythme respiratoire, de votre chimie hormonale, de la qualité de votre attention. Et il interprète ce signal comme une information sur la réalité actuelle. Si vous dites « je suis en sécurité » mais que votre corps émet le signal de la peur, le subconscient ne reçoit pas le message « sécurité », il reçoit le message « danger » et il active tous les mécanismes de protection correspondants. Si vous dites « j'attire l'abondance » mais que votre corps émet le signal du manque, la contraction, l'urgence, l'anxiété, le subconscient ne reçoit pas le message abondance. Et il reçoit le message insuffisance. Et il filtre la réalité pour confirmer cette insuffisance. Il rend invisibles les opportunités. Il amplifie les preuves de limitation. Il oriente l'attention vers tout ce qui confirme ce que l'État a déclaré être vrai. Ce n'est pas de la malveillance, c'est de la cohérence. Le subconscient est un système de confirmation de réalité. Et la réalité qu'il confirme n'est pas celle que vous déclarez avec des mots. C'est celle que vous habitez avec votre état. Voilà le tournant que tout change. Le travail n'est pas de trouver les bonnes formules. Le travail est d'apprendre à générer l'état qui correspond à la réalité que vous souhaitez créer et de parler, d'agir et de décider depuis cet état. Boucle 1. La neurologie de l'état. En 1990, le neuroscientifique Antonio Damasio commence à publier ses recherches sur des patients présentant des lésions dans le cortex préfrontal ventromédian, la région du cerveau qui intègre le traitement émotionnel à la prise de décision. Ces patients avaient une intelligence parfaitement intacte. Ils pouvaient analyser des situations complexes, comprendre des arguments logiques, évaluer des options avec précision. Mais ils ne pouvaient plus prendre de décisions, pas des décisions difficiles, n'importe quelle décision. Quel restaurant choisir? Quel stylo utiliser? Quel rendez-vous fixer? L'absence du signal émotionnel avait rendu la décision impossible. Damasio appelle cela l'hypothèse des marqueurs somatiques. Les décisions ne sont pas prises par la logique. Elles sont prises par des signaux corporels, des états émotionnels rapides, préconscients, qui marquent chaque option comme attirante ou repoussante avant que la conscience ait le temps d'analyser. Ce que cela signifie pour vous est direct et puissant. Vos décisions quotidiennes, ce que vous choisissez de faire, d'éviter, de poursuivre, d'abandonner, ne sont pas gouvernées par vos intentions conscientes. Elles sont gouvernées par les états émotionnels que votre subconscient associe à chaque option. Changer ce que vous décidez sans changer les états associés, c'est impossible. Changer les états et les décisions changent naturellement, automatiquement, sans effort de volonté. Boucle 2, le signal que le cœur envoie. L'Institut HeartMath en Californie y a passé 3 décennies à étudier quelque chose que la science traditionnelle avait ignoré. Le champ électromagnétique généré par le cœur.
Ce champ est 60 fois plus puissant électriquement que celui du cerveau, et il change de manière mesurable selon l'état émotionnel que vous habitez. Dans des états de cohérence, gratitude, amour, sérénité, joie authentique, le rythme cardiaque produit un schéma ordonné, fluide, régulier. Ce schéma envoie des signaux au cerveau qui augmentent la clarté cognitive, la créativité et l'accès aux ressources du cortex préfrontal. Dans des états d'incohérence, anxiété, peur, frustration, doute, le rythme cardiaque produit un schéma chaotique, irrégulier. Ce schéma envoie des signaux qui réduisent la clarté, activent les mécanismes de survie et ferment l'accès aux parties du cerveau responsables de la vision à long terme et de la résolution créative de problèmes. Votre état émotionnel n'est pas seulement un ressenti intérieur, c'est un signal biologique que votre corps émet vers votre cerveau et que votre cerveau utilise pour décider quel type de réalité vous habitez. Parler depuis un état de cohérence programme le subconscient vers l'expansion. Parler depuis un état d'incohérence, même avec les mots les plus parfaits, programme le subconscient vers la contraction. Boucle 3. L'erreur de la répétition mécanique. Il existe une croyance répandue dans le développement personnel selon laquelle la répétition suffit à créer de nouveaux programmes subconscients. Répétez assez longtemps. Soyez assez consistant. Maintenez la discipline. Éventuellement, le subconscient capitule. Cette croyance, c'est partiellement vrai et fondamentalement incomplète. La répétition crée de nouveaux chemins neuronaux. C'est documenté, c'est réel. Mais la vitesse à laquelle ces chemins se consolident dépend de l'intensité émotionnelle associée à la répétition. Une expérience unique vécue avec une intensité émotionnelle profonde peut créer un programme subconscient instantané. C'est le mécanisme du trauma, mais aussi le mécanisme de la révélation, de l'amour au premier regard, de la vocation soudaine. 1000 répétitions vécues dans un état neutre, mécanique ou incrédule créent un chemin neural faible, facilement effacé par l'ancien programme qui, lui, a été installé avec une charge émotionnelle réelle. Ce n'est pas la fréquence qui programme le subconscient, c'est la fréquence multipliée par l'intensité émotionnelle. Et l'intensité émotionnelle ne peut pas être simulée, elle ne peut pas être forcée, elle ne peut pas être produite par discipline. Elle doit être générée, et cela exige de savoir comment accéder intentionnellement à des états de haute cohérence émotionnelle. Boucle 4. Ce que le corps sait avant l'esprit. En 1983, Benjamin Libet conduit une série d'expériences qui ébranlent les fondements de la neurologie. Il demande à des sujets de fléchir un doigt quand ils le souhaitent et de noter le moment où ils décident de le faire. Ce qu'ils découvrent, le cerveau génère un signal de préparation au mouvement, appelé Readiness Potential, jusqu'à 550 millisecondes avant que la personne soit consciente de sa décision. Le corps agit avant que la conscience décide. Ce résultat a été répliqué, raffiné et étendu depuis. Les implications sont profondes. Votre état corporel, la posture, la respiration, la tension musculaire, la chimie hormonale précèdent et génèrent votre état mental. Ce n'est pas votre esprit qui décide comment votre corps se sent. C'est votre corps qui informe votre esprit de ce qui est réel. Cela signifie que changer l'état commence dans le corps, pas dans la pensée. Quand vous changez délibérément votre posture vers l'expansion, votre respiration vers la profondeur, votre visage vers la détente, le corps envoie des signaux au subconscient
qui précèdent et conditionnent toute pensée consciente. Vous ne pensez pas votre chemin vers un nouvel état. Vous habitez votre chemin vers un nouvel état. Et depuis cet état habité, les mots que vous prononcez arrivent enfin avec la bonne fréquence, celle que le subconscient reconnaît, accepte et commence à confirmer comme réalité. Voici la vérité la plus inconfortable de ce que nous explorons. La raison pour laquelle la plupart des pratiques de développement personnel échouent n'est pas le manque de discipline. C'est que beaucoup de gens répètent leurs affirmations depuis un état de désespoir déguisé en espoir. Il y a une différence radicale entre espérer que quelque chose devienne vrai et habituer l'état de quelqu'un pour qui c'est déjà vrai. L'espoir contient, structurellement, l'absence de ce qu'on espère. Il contient le signal « ce n'est pas encore là ». Et le subconscient reçoit exactement ce signal « ce n'est pas encore là » et le confirme avec une précision parfaite. Ce n'est pas un échec moral, ce n'est pas un manque de foi, c'est de la mécanique. La personne qui répète « je suis prospère depuis un état d'anxiété financière » ne programme pas la prospérité. Elle programme l'anxiété associée à la prospérité, ce qui rend la prospérité, au niveau subconscient, synonyme de danger. Et le subconscient évite ce qu'il associe au danger avec une efficacité redoutable. La pratique ne suffit pas. L'état pendant la pratique est tout. Imaginez que vous possédez un émetteur radio. Cet émetteur lit votre état émotionnel, diffuse en continu sur une fréquence spécifique, pas de manière intermittente, pas seulement quand vous faites vos exercices de développement personnel, en permanence. Et l'univers, ou si vous préférez votre cerveau, votre environnement, les personnes que vous attirez et les opportunités que vous percevez, fonctionnent comme un récepteur accordé à cette fréquence. Vous ne pouvez pas recevoir sur la fréquence 98,5 si votre émetteur diffuse sur 87,3. Ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas une question de désir, c'est une question de cohérence de signal. Quand vous dites des mots de haute fréquence depuis un état de basse fréquence, vous n'envoyez pas un signal mixte, vous envoyez le signal de l'état, parce que l'état est l'émetteur, et les mots ne sont que du texte affiché sur un écran que personne en dehors de votre conscience ne lit. Changer ce que vous recevez exige de changer ce que vous émettez. Changer ce que vous émettez exige d'apprendre à habiter intentionnellement les états de haute cohérence, gratitude réelle, joie authentique, certitude incarnée, amour sans condition, et de parler, décider et agir depuis ces états. Quand votre émetteur et vos mots sont sur la même fréquence, quelque chose change dans la façon dont le monde vous répond, pas par magie, par cohérence de signal. Il existe un obstacle structurel à cette compréhension, et il ne vient pas de l'extérieur. Il vient du fait que la culture moderne a développé une relation presque pathologique avec l'état présent. Nous vivons dans une culture de la projection, toujours en train de planifier le futur, d'analyser le passé, d'évaluer la distance entre là où nous sommes et là où nous voulons être. Et cette habitude de conscience, fonctionner depuis le mode de ce qui n'est pas encore, est précisément le mode qui rend impossible l'accès aux états que le subconscient reconnaît comme réels. La gratitude n'est possible que dans le présent. La joie n'est possible que dans le présent. La certitude incarnée n'est possible que dans le présent. Ces états ne peuvent pas être générés depuis un esprit projeté dans un futur qui n'existe pas encore ou un passé qui n'existe plus.
et le développement personnel conventionnel en se concentrant presque exclusivement sur les objectifs futurs, qui vous voulez devenir, ce que vous voulez avoir, où vous voulez aller, maintient la conscience dans exactement le mode qui rend la reprogrammation subconsciente impossible. Vous ne pouvez pas atteindre un état de certitude sur quelque chose que vous n'avez pas encore en pensant constamment à ce que vous n'avez pas encore. Vous pouvez seulement y accéder en vous ancrant suffisamment dans le présent pour que le ressenti de ce que vous voulez devienne plus réel que l'absence de ce que vous voulez. C'est le travail. Et c'est un travail que presque aucune méthode conventionnelle ne vous enseigne. Voici ce que signifie vraiment travailler avec le subconscient à travers l'état. Ce n'est pas de la performance, ce n'est pas de la simulation. Ce n'est pas de faire semblant d'être heureux pour tromper votre cerveau. C'est l'art de trouver, dans la réalité présente, telle qu'elle est maintenant, des points d'ancrage authentiques pour des états de haute cohérence. Parce que la gratitude authentique n'exige pas que tout soit parfait. Elle exige seulement de diriger l'attention vers ce qui, même dans une situation difficile, est réel et précieux. La certitude authentique n'exige pas d'avoir déjà les résultats. Elle exige seulement de s'ancrer dans la compétence, la connaissance et la capacité que vous possédez déjà et de parler depuis ce lieu de suffisance et non depuis le lieu du manque. La joie authentique n'exige pas l'absence de problème. Elle exige seulement un moment de contact avec ce qui, en ce moment, est vivant, fonctionnel et réel dans votre expérience. Ces états, générés authentiquement, même brièvement, sont le langage que le subconscient comprend. Quand vous parlez depuis la gratitude réelle, le subconscient enregistre. La réalité actuelle contient des éléments de valeur. Quand vous parlez depuis la certitude incarnée, le subconscient enregistre. Je suis quelqu'un de capable. Quand vous parlez depuis la joie authentique, le subconscient enregistre. L'existence est sûre et expansive. Et il commence à filtrer la réalité pour confirmer ses messages. Il commence à rendre visibles les opportunités que l'état de manque avait rendues invisibles. Il commence à générer les idées que l'état d'anxiété avait bloquées. Il commence à produire les comportements automatiques alignés avec ce que vous voulez, sans effort de volonté, sans discipline forcée, sans lutte contre vous-même. Parce que le système travaille maintenant avec vous, et un système qui travaille avec vous est 1 million de fois plus puissant que la volonté la plus forte qui travaille contre lui. La pratique commence par une question simple posée avec honnêteté. Dans quel état suis-je en ce moment? Pas comme jugement, pas comme critique, mais comme observation. L'acte de regarder le signal que vous émettez avec la même neutralité que vous regarderiez la température d'un thermomètre. Puis une deuxième question. Est-ce que cet état correspond à la réalité que je veux créer? Ou est-ce qu'il confirme exactement ce que je veux changer? Et si la réponse est honnête, si vous reconnaissez que vous parlez d'abondance depuis un état de contraction, de confiance depuis un état de peur, de vision depuis un état d'épuisement, vous avez déjà fait la chose la plus importante. Vous avez vu le mécanisme en action. Et voir le mécanisme est le début de sa reconfiguration. La pratique qui suit est simple dans sa structure, et même si elle exige de la consistance, avant de parler à votre subconscient, avant l'affirmation, avant la visualisation, avant la prière, avant l'intention déclarée, faites une pause. Trouvez un ancrage authentique pour un état de haute cohérence, un souvenir de gratitude réelle, un moment de connexion véritable, une sensation physique de sécurité et d'expansion. Respirez depuis cet endroit jusqu'à ce qu'il devienne le sol sous vos pieds, puis parlez.
Les mots que vous choisissez depuis cet état arrivent avec une charge que le subconscient reconnaît comme réelle. Et ce qu'il reconnaît comme réel, il commence à construire. Et cela nous amène à une dimension de cette vérité que presque personne n'enseigne. Une fois que vous commencez à travailler avec l'état plutôt qu'avec les mots, vous découvrez quelque chose d'inattendu. Il y a des moments spécifiques, reconnaissables et extraordinairement puissants, où le subconscient est plus accessible que d'habitude. Des fenêtres naturelles dans la journée où la barrière entre conscient et subconscient s'amincit, où les nouveaux programmes s'installent avec une vitesse et une profondeur qui ne sont pas possibles pendant le reste du temps. La science les connaît, les traditions anciennes les connaissaient aussi, sous des noms différents, et la majorité des gens les traversent chaque jour sans savoir ce qu'ils pourraient faire pendant ces moments précis. À comprendre ces fenêtres, savoir exactement quand elles s'ouvrent, pourquoi elles sont différentes du reste du temps et comment les utiliser intentionnellement, est la prochaine pièce de ce puzzle. C'est une vérité qui transforme la pratique quotidienne en quelque chose d'infiniment plus précis, plus efficace et plus profond. Et une fois que vous la connaissez, vous ne traverserez plus jamais ces moments de la même façon.